Bonjour à tous, je suis le Taylor. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir d'autres vidéos de la chaîne. Aujourd'hui, exercice d'oral de concours, espace euclidien, que j'ai trouvé très sympa, donc encore une fois, hein, faisable en sup, récupéré sur un poly MPSI de Louis Legrand. Euh, Bien sûr, un exercice 3 étoiles bien difficile, et en fait, que j'apprécie parce que il est pas si difficile en fait une fois qu'on a la démarche et les calculs vont se dérouler à peu près. Alors, j'ai dit ça, peut-être que je vais faire quelques erreurs, vous le verrez en direct. J'ai j'ai pas finalisé les calculs quand j'ai travaillé dessus, mais je sentis que bon, ça marcherait. Ce que j'apprécie, c'est qu'il est dans la vibe un peu de ce que j'essaie de faire sur cette chaîne et dans ma vie en maths en général. Si vous pensez avec votre cours, si vous essayez de détecter des petites intuitions ténues, alors vous allez trouver le résultat. Attention, j'interromps la vidéo, mais c'est extrêmement intéressant. Le stage d'été revient. Stage de juillet, stage d'août. Tu peux t'inscrire à celui que tu veux. Terminal qui prépare la sup. Les sup qui préparent la spé. Attendez, ça va arriver plus tard. Mais pour l'instant, terminal qui prépare la sup. Je relance la Summer Academy. Donc c'est 30, 35 heures ensemble sur 5 jours à bosser tous les fondements de lycée en niveau plus pour te préparer à la grosse claque que tu te prends d'habitude en rentrant en sup. Le but, c'est de se la prendre en bienveillance tous ensemble, en apprenant à travailler un peu différemment. On va commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que la maths sup, hein. Vous pouvez aller voir le site, vous choisissez exactement la semaine de votre choix. Tout est en visio, vous serez des élèves de toute la France. Et le but, c'est de comprendre voilà, la méthodologie, comment il faut apprendre, vous rendre compte que vous avez jamais vraiment peut-être été au bout de votre apprentissage. On va s'en rendre compte avec des exercices, des méthodes, on va faire que de la pratique, hein, vous allez travailler, vous n'allez pas écouter un mec déblatérer sur du cours. Je considère que vous allez arriver en sachant votre cours un minimum. C'est-à-dire que je ne vais pas réexpliquer ce que c'est l'exponentielle ni le logarithme, vous l'avez vu, c'est pas du rattrapage, c'est de la préparation à l'entrée en prépa. Donc bien sûr, s'il y a des questions ponctuelles de cours, j'y répondrai, mais on va faire de la pratique, vous allez travailler. J'ai tout Taylor, attention c'est magnifique, j'ai tout fait sur mesure. Euh, L'idée étant de vous préparer selon votre niveau, hein, il y a des exercices de tout niveau pour chaque méthode qu'on va rencontrer. On va vous préparer à penser en dehors des sentiers battus usuels, mais tout basé sur le programme de lycée, pour vous mettre à l'aise en gros sur les 4 premières semaines de sup. Voilà, hein, vous avez le programme ici. Vous pouvez regarder les petits témoignages de ceux qui ont fait la Summer Academy l'année dernière, hein. J'ai depuis rodé encore plus ce format pendant les vacances scolaires avec les élèves de sup. N'hésitez pas à voir, hein, ils étaient assez contents, hein, ils étaient hypés. Je pense que leur rentrée à tous s'est extrêmement bien passée. Le but, c'est de vous faire gagner aussi 3-4 mois de je comprends pas où je suis, je sais pas, et personne m'a dit comment travailler, et vous êtes paumé en janvier. C'est aussi un des grands buts, c'est que vous arrivez, vous êtes prêts, vous savez à peu près à quelle difficulté vous allez vous confronter, vous savez comment l'attaquer. J'espère qu'en tout cas que ça vous intéresse. Extrêmement intéressant, moins 20% si vous vous inscrivez parmi les premiers avant le 30 avril. Il vous reste une dizaine de jours. N'hésitez pas, moins 20% pour l'inscription à un des 2 stages. Donc voilà, j'espère vous retrouver très nombreux. J'ai adoré faire ces stages en juillet-août dernier. Je les refais cette année. Et je vous dis à la prochaine. Courage pour l'exercice qui arrive. On est clairement dans le domaine des espaces euclidiens. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà une intégrale entre moins 1 et 1 avec une fonction au carré, un polynôme au carré. On sent le produit scalaire, la norme. Donc tout de suite, on peut dire un premier truc, c'est bon, apparemment, on définit un produit scalaire sur R3 de x qui est P scalaire Q qui est égal à l'intégrale entre moins 1 et 1 de P fois Q. Et donc, ici, on nous dit que la norme au carré de P égale l'intégrale entre moins 1 et 1 de P carré est égale à 1. Donc norme de P est égale à 1. Donc moi on me dit, d'un côté, norme de P égale à 1, de l'autre, il faut montrer que le sup de toutes les valeurs prises par P entre moins 1 et 1 est majoré par une constante. On va essayer de trouver un cas d'égalité, etc. Ok. Tout de suite, si vous voulez, moi il y a un truc, déjà c'est une inégalité, un cas d'égalité. Dans le chapitre espace pré-hilbertien, espace euclidien, ça résonne, si vous voulez. C'est une douce musique pour nos oreilles. Ça sent Cauchy-Schwarz. On sent Cauchy-Schwarz, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Il faut absolument que vous y pensiez, que vous évoquiez au colleur ou à l'interrogateur, selon si c'est en colle ou en oral de concours. Il faut absolument le dire. Dire, attends, j'ai une inégalité, ça sent bon. Alors après, ce qui est bizarre, c'est le sup, là. J'ai le sup de P de x, donc on se dit, attendez, si on essaie de faire un petit dessin, d'ailleurs, donc moi, j'ai un espèce de polynôme. Alors, je vais faire un dessin approximatif, hein, mais je suis entre moins 1 et 1, donc je suis bloqué comme ça, entre moins 1 et 1.
moins 1, 1, alors je fais un truc à peu près symétrique, voilà, entre moins 1 et 1. Et on me dit le sub de la valeur absolue, bon ok, je vais faire un polynôme qui est positif, hein, ce sera plus facile. Notre plus petit égal à 2 racines de 2, ok. Bah donc ça veut dire qu'apparemment, si la norme au carré, pardon, pas du tout. Si l'intégrale du carré de mon polynôme est égale à 1, en fait ça, entre moins 1 et 1, ça contraint quand même un petit peu mon polynôme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas monter à 10 comme ça. S'il monte à la valeur 10, c'est sûr que mon R est beaucoup plus grosse. Mon polynôme va pas quand même monter trop haut, donc grâce à cette intégrale de p carré égale à 1, il va pas monter trop haut, et apparemment, l'idée, enfin je dis ça, c'est un polynôme de degré 3, hein, donc c'est un truc comme ça, si vous voulez, hop. L'idée c'est que, étant contraint par sa valeur de l'intégrale de p carré, il ne devrait pas dépasser une certaine valeur. Mais là, c'est une version un peu analyse de regarder c'est une façon de regarder le problème, un peu analyse. On pourrait peut-être aboutir. D'ailleurs, je suis en train de me le dire là. J'ai peut-être pas envie d'aller dans le chemin quand j'y pense. Mais on pourrait peut-être aboutir et poser un polynôme ax3, bx2, cx plus d, et voir si je peux pas trouver une équation ici, et voir le maximum de la valeur de p de x, etc. Je sais pas. Mais en gros, c'est un peu l'idée, on va essayer de démontrer ce truc-là. Sur le sub de la valeur absolue, bon j'ai pris un polynôme comme ça, hein, apparemment c'est 2 racines de 2. Un truc qui peut être intéressant, ce serait de dire, attends, est-ce que le cas d'égalité, je peux pas le tricher dès le début, on sait jamais, et dire, bah attends, peut-être que, en fait, je pourrais trouver un polynôme constant, donc le sub, bah, ça serait la valeur 2 racines de 2, et si j'ai un polynôme constant dont la valeur est 2 racines de 2, combien vaudrait, enfin est-ce que c'est possible, si je fais ça, d'avoir l'intégrale qui vaut p carré égale 1? Bah attends, si p égale 2 racines de 2, donc le sub de p c'est bien 2 racines de 2, est-ce que ça marche? Je me pose la question rapido, il me semble que ça marche pas, mais je vous dis c'est un petit réflexe, on pourrait tenter de dire, attends, peut-être que le polynôme constant fonctionne, intégrale entre moins 1 et 1 de 2 racines de 2 au carré égale 2 racines de 2 au carré, bah ça fait 8, donc ça fait 8 fois 2, ça fait 16. Ah, donc ça serait le polynôme constant ici, on aurait pas du tout une norme égale à 1, donc clairement le polynôme constant ne marche pas, il faut quelque chose qui descend un petit peu et qui a un peu moins d'air. Voilà, bon, c'est très bien. Tout ça, c'est un peu les intuitions globales de ce qu'on veut, mais le plus important, c'est d'avoir pensé à Cauchy-Schwarz. Donc qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je vais essayer de faire Cauchy-Schwarz, et ce qui va être un peu bizarre ici, c'est qu'on sent qu'on veut quand même faire apparaître la norme de P, si vous voulez. La norme de P, on veut la faire apparaître. Alors, comment s'écrit Cauchy-Schwarz? Cauchy-Schwarz, c'est, donc si je le remets avec des produits scalaires assez basiques, P scalaire Q inférieur ou égal à norme de P carré, hop là, pardon, P scalaire Q au carré, bah, P scalaire Q sans norme, enfin sans carré, pardon, plus petit ou égal à norme de P, norme de Q. Voilà Cauchy-Schwarz, en gros. Alors après, vous pouvez le faire avec des sommes. Si vous le faites avec des sommes, et on fait le produit scalaire, par exemple, classique sur les vecteurs, c'est le Cauchy-Schwarz que vous avez peut-être vu en début d'année, somme de xi, yi, plus petit ou égal à racine de somme des xi carré, norme du vecteur x, et racine de somme d'y carré. Voilà, c'est pas impossible que vous l'ayez vu comme ça, mais si on globalise Cauchy-Schwarz dans le chapitre pré-hilbertien euclidien, on a ce truc-là, cette expression ici. Donc trop content, parce que, en fait, on voit que là, on a un peu notre norme. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, j'ai un peu envie d'avoir la norme ici, donc, ce qui m'intéresse, hein, c'est ma norme de P qui vaut 1. Je vais essayer d'avoir un certain Q, je sais pas encore lequel, et un P scalaire Q. Et toute l'astuce, excusez-moi, avec le P scalaire Q, c'est d'essayer de comprendre, bah, moi je veux majorer, pardon, P de x, en gros, enfin sub de P de x. Et j'aimerais bien que sub de P de x s'écrive en fait plutôt comme un produit scalaire. Et ensuite je pourrais peut-être dire, bah écoute, c'est 1 fois 2 racines de 2, et que ces trucs-là soient des normes, si vous voulez. Enfin, si j'essaie d'identifier mon inégalité avec Cauchy-Schwarz, l'idée ce serait de trouver Q. Est-ce que je pourrais pas avoir Q, hop, puis-je trouver... Alors Q appartient à R3 de x, tel que, P de x égale P scalaire Q. Alors après, si P de x, je peux le montrer, bon, le sub sera pas trop un problème, si vous voulez. Et c'est un peu ça l'idée. Est-ce que je peux avoir ça? Parce que P scalaire Q, en soi, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel, donc c'est pas impossible que je puisse trouver un polynôme, parce que quand je fais P, Q, moins 1, 1, et ben en fait, ça fasse le nombre que je veux. Et le nombre que je veux, bah, ça pourrait être P de x.
Et si je peux faire ça pour tout PD, ah bah, c'est comme ça qu'on va avoir le sup d'ailleurs. Si je peux faire ça pour tout x entre -1, c'est bon, ça sera aussi vrai pour le sup. Donc là, on sent le truc venir. On se dit: «Attends, est-ce que pour un x donné, je suis capable de trouver un polynôme tel que P scalaire Q vaille P de x?» En fait, oui, parce que ça, c'est un réel, encore une fois. C'est un produit scalaire. Et c'est là qu'est le twist de l'exercice. Enfin, c'est pas un twist, mais c'est un peu la manière de regarder. On se dit: «Attends, il y a des objets qui sont des polynômes, mais le produit scalaire est un réel, bah, je peux me débrouiller.» En fait, ça va faire une équation peut-être à résoudre, mais je peux me débrouiller pour trouver un Q tel que P scalaire Q vaille P de x. Pour un x quelconque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger un peu, on va dire, bah écoute, soit, ça c'est ma question, bah, on va faire ça, soit x appartient à R, on va le montrer pour tout x, donc ça sera bon, soit x appartient à R, cherchons Q, alors le Q va dépendre de x, clairement, enfin ça va pas être le même Q selon la valeur de x, mais soit cherchons Q, tel que, intégrale de -1 à 1, je vais mettre ça en P de t, Q de t, dt, égale P de x. Ça c'est jouable. Donc qu'est-ce que je vais chercher comme Q? Bah en fait, on va s'en sortir à peu près. Ce qu'il faudrait, c'est regarder à quoi ça correspond. Donc moi, ce que je vais pouvoir dire, après j'ai une certaine linéarité, si vous voulez, j'ai une certaine linéarité du produit scalaire. Si vous voulez, j'ai le produit de P scalaire Q, ok. Ce que je peux aller chercher, bah, si vous voulez, quand j'ai P de x, on peut l'écrire comme ça. Si P de x égale ax cube plus bx2 plus cx plus d, P scalaire Q égale ax cube scalaire Q plus bx carré scalaire Q plus cx scalaire Q plus d 1 scalaire Q. Et je veux que ça soit égal à P de x. Je voudrais que ça soit égal à ax cube plus bx carré plus cx plus d. Avec x fixé, si vous voulez. Bon, c'est pas très compliqué, donc j'aimerais trouver en fait... bah, j'ai mes équations, quoi. J'aimerais q tel que... Hop, on écrit ça comme ça. Donc, q tel que... intégrale entre -1 et 1 de t3 q de t dt égale x3. Hop. Intégrale entre -1 et 1 de t2 q de t dt égale x2, c'est pas incroyable. Intégrale entre -1 et 1 de t q de t dt égale x. Et l'intégrale entre -1 et 1 bah, de q de t dt égale 1. Bah ça c'est pas mal, parce qu'ensuite j'ai plus qu'à combiner, si vous voulez, avec les ABCD par linéarité. Voilà. Là, derrière tout ça, il y a quand même la linéarité, enfin on est quand même un peu dans l'algèbre, l'air de rien. Il y a de la linéarité, et donc je vais m'en sortir. Donc moi j'ai quoi? J'ai 4 équations, relativement simples, hein. J'ai 4 équations pour trouver mon polynôme inconnu, Q. Bah j'ai envie de dire, ça va le faire. Ça va pas être très compliqué, ça va être un peu moche à écrire. Mais donc si P c'est AX plus BX, je vais devoir écrire Q. Bon bah je vais devoir calculer ensuite tout. Mais ça va pas être bien compliqué. Encore une fois, on va faire les calculs de manière la plus efficace. On est quelques jours après le début du tournage. Oui, j'ai changé de t-shirt. Simplement parce que j'avais pas le temps ce jour-là. Et j'avais fait je suis parti dans des calculs très très longs. Et je me suis rendu compte qu'en posant le Q comme ça, il y avait des calculs horribles à faire. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais faire un peu mieux. Honnêtement, c'est très compliqué, donc si je vois que j'arrive pas à faire un truc qui n'est pas trop relou en vidéo, c'est-à-dire, je veux dire 10 minutes de moi qui résout des petits systèmes, je vous mettrai une réponse calculée par Python, si vous voulez, et on avancera, et j'attendrai vos propositions pour une solution moins calculatoire. Mais donc on va essayer. J'ai voulu simplifier un petit peu, donc j'ai dit oui, on a 4 équations qui s'écrivent comme ça, en fait, hein, c'est les puissances successives fois Q qui doivent être égales à xk, d'accord, ça on comprend. On utilise en fait pour faire tous ces calculs le fait que, vu que c'est une intégrale sur un intervalle qui est symétrique, -a autour de 0, enfin -1 en l'occurrence, bah, toutes les fonctions paires, on va pouvoir dire que ça fait 2 fois ce qu'il faut, 2 fois entre 0 et 1, et toutes les fonctions impaires, ça fera 0. Par exemple, x3, vous comprenez l'idée, boum, entre -a et a, tout ça, ça s'annule. Donc on fait tout ça, et quand on pose q de t égale, on lui donne un petit nom, donc alpha plus bêta t, etc., etc.,
Bah, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, on va poser ces 4 équations ici. Ça va être assez simple avec le fait qu'on a les paires et les impairs sans trop de problèmes. Et donc, je vais trouver 4 équations. J'obtiens, en fait, alors si on les écrit proprement, bah, Q fois T puissance 0. Donc ça, c'est pas très compliqué. On sait que les impairs s'en vont. Donc il me reste juste 2 gamma plus alpha doit être égal à 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je fais quoi? Je fais intégrale entre moins 1 et 1 de Q. Et donc c'est intégrale entre moins 1 et 1 de tout ça. Alpha, ça reste. T2, ça reste parce que c'est des paires. T2, c'est totalement 2 tiers. Je sais pas pourquoi j'ai mis un... Je sais pas pourquoi je vous ai mis un 2 comme ça. Et alpha, c'est 2 alpha. Donc c'est 2 tiers de gamma plus 2 alpha, plus bah, tout ça égale 1. Bah, ça c'est normal, c'est classique. Hop. Donc j'ai une première équation comme ça. Une seconde équation, on fait t fois q de t. Donc cette fois-ci j'ai un t, t carré, t cube, t4. On comprend que ceux qui s'en vont, c'est les impairs. Il reste bêta, donc 2 fois... Donc bêta c'est t carré, donc c'est 2 tiers de bêta. Il joue le rôle de... Bah, 2 tiers de bêta, il joue le rôle de gamma tout à l'heure. Plus, donc j'ai dit quoi quand je faisais t, quand je faisais fois t, je virais celui-ci et celui-ci, et là il me reste un t carré et un t4, et ben super, il me reste plus 2 cinquièmes de delta. 2 cinquièmes de delta doit être égal à x. Ensuite le prochain c'est 1, où à nouveau je vais faire fois t carré, donc ceux qui vont dégager c'est celui-ci et celui-ci, donc je vais retrouver une équation en alpha et en gamma, donc t4 ici. Donc celui-là deviendra du 2 cinquièmes de gamma, yes. Et le précédent, bah, c'est du 2 tiers de alpha. Et ça doit être égal à x carré. Et enfin, le tout dernier qui va reprendre plutôt ce qu'on a au niveau de la deuxième ligne, qui va me donner du t cube fois tout ça. Donc t cube alpha, ça va dégager. Ça, c'est t4, je garde. t5, ça s'en va, c'est impair, encore une fois, hein, parce que l'intégrale impair, elle vaut 0. Et donc, quand je fais fois t cube, ça s'en va. t5, ça s'en va. Il reste bêta t4 qui me donne du 2 cinquièmes de bêta, comme intégrale. 2 cinquièmes de bêta, plus du delta fois T6 qui me donne du 2 septièmes de delta égale x3. Donc x est fixé, hein, vous avez compris. Donc là, j'ai deux systèmes de 2. Alors, ça se résout. Le système de 2, c'est celui-ci et celui-ci. Ça se résout bien. La flemme de le faire en direct, donc je vais tricher. Et je vous donne bah, les solutions. Donc ça, enfin, c'est pas deux paires, hein, c'est un peu une erreur de faire ça, mais c'est... voilà, ce sont mes cas de réponse finales. Si vous voulez. Hop. J'ai une solution unique. Donc je trouve un Q qui dépend de X unique. Et maintenant, ce que je veux, c'est calculer norme de Q au carré. C'est l'intégrale de Q carré dt. Et là, c'est un peu la même chose. Je vais devoir me taper l'idée que quand je fais Q carré, bah en fait, c'est égal à... Q carré, c'est ça au carré. Et donc ça au carré. Donc on va juste garder tous les termes qui vont faire 0 quand on intègre entre moins 1 et 1. Et on va virer les autres. Donc en fait, tout ce qui est impair, ça va dégager. Donc je vais garder que les pairs. Donc je vais faire alpha fois... Donc là, c'est la norme entre moins 1 et 1. Et donc je peux écrire que Q carré égale. Alors il y a tout qui s'en va. Et je sais ensuite que l'intégrale, voilà, on a dit, les intégrales de 1, T2, T4, T6, je les connais. Hein, c'est du 2, 2 tiers, 2 cinquièmes, 2 septièmes. Donc je vais mettre un 2 en facteur de tout ça. Donc j'ai 2. Voilà ma norme de Q carré. Et le souci qu'on a maintenant, il faut aller calculer tout ce que ça vaut ces trucs-là. Tous ces alpha, bêta, gamma, fois 1 tiers, fois je sais pas quoi. Tous ces trucs-là. Il faut aller ensuite chercher l'expression en fonction de x. C'est-à-dire que là, il y a du x carré, on les mélange tous, etc. Il faut simplifier tout ça. Il faut tout simplifier. Je sais pas, si vous avez une meilleure technique, je suis assez désespéré. Un dernier rebondissement incroyable. Pour moi, quelques jours ont passé, nouveau t-shirt. Pour vous, c'est toujours la même vidéo. En fait, au lieu de se galérer à faire ça, il y a une technique de fou à laquelle j'avais pas pensé. Hein. Bon, je l'ai fait là, donc je vais pas vous écrire en direct, je vais vous montrer. On a démontré déjà dans l'énoncé, enfin depuis dans l'exo, on va utiliser ce qu'on a fait dans l'exo, que pour tout P de R3 de X, on peut trouver un QX tel que P de X égale ça. Égale un certain, comment on dit, un certain QX. Bah, en fait, si on l'applique à QX lui-même,
c'est un peu l'astuce, on trouve ça. Je sais pas, oui, mais donc vu que c'est pour une valeur de x fixe, on a ça. Ok, bah ce qx qui donne des valeurs très précises hein, sur les vecteurs 1, x, x2, x3, bah, je l'applique à qx. Et en fait, là, j'obtiens qx carré, la norme. Bon, je remets à la taille normale, mais... Donc en fait, ma norme, ça serait égal à qx de x. Donc alpha plus bêta x plus gamma x2 plus data x3. Et voilà. En fait, il faut réutiliser ce qu'on a écrit pour tout p, appliquer tout bêtement à qx. Ah, ça sauve les calculs. Alors, ça sauve les calculs moyens, c'est quand même long derrière, mais c'est moins galère, c'est faisable. Donc, or, on a alpha, bêta, gamma, delta, dont on a les expressions depuis le début. Je l'ai fait ici, j'ai fait donc c'est ça fois 1, ça fois x, ça fois x2, delta fois x3. Je les ai reclassés, je les ai rangés, mais on trouve 1/8 fois 9 plus 45x2, etc. Et ça s'analyse. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je pose t, petit t, changement de variable égale x carré, j'ai une fonction toute bête, enfin c'est des trucs qu'on peut faire au lycée ça, mais j'ai du 45t, enfin voilà, je l'ai écrit ici, j'ai une fonction en t cube en fait, donc j'ai fait les calculs, j'ai une fonction en t cube, qu'est-ce que je fais? Je la dérive. Ça c'est un p', hein. J'ai mal écrit, c'était mon brouillon, mais bon, je vous le montre. Et en fait, je peux faire p' de t, je dérive pour étudier, c'est un cube, c'est pas très compliqué, je le dérive, ici je trouve ça, je trouve que le delta vaut 64, donc je suis trop content, ça part bien, et en fait vous faites vos petites équations, vous trouvez 1/5 et 3/7 comme solution. Et donc, à la fin, le polynôme factorisé vaut 5t-1, 7t-3, il est joli, il est bien. Et donc, hop, ma dérivée p', c'est plus moins plus, il monte, il descend, il monte. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est comprendre, parce que moi, ce que je cherche, c'est quand est-ce que cette fonction q est maximale, j'ai t appartient égale x2 appartient à 0, 1. Parce que x est entre -1 et 1, donc le carré est entre 0 et 1. Et je regarde entre 0 et 1 ce qui se passe. En 0, ça vaut 9, en 1, ça vaut 64, parfait. Et en fait, tout ce que je veux démontrer, c'est que ces trucs-là sont pas trop grands. P de 1/5, ça se calcule, on voit que c'est entre 0 et 64. Donc en fait, lui, j'ignore, le max, c'est pas lui. P de 3/7, c'est positif. Et c'est plus petit que... C'est pas plus petit que 8, je veux dire, c'est plus petit que 8 au carré, enfin c'est plus petit que 64. On montre facilement que P de 3/7, c'est positif. Donc il est pas en train de descendre à moins 220, ce qui aurait été embêtant. Et donc, le max, c'est fini. Parce qu'ensuite, j'ai bien, bah super. Ça veut dire que, quel que soit t, p de t plus petit ou égal à 64, or p de t, c'est norme de qx carré. Ah, pas exactement. Enfin, p de t est ça, or qx, la norme, au carré, égale 1/8 de p de t, et donc plus petit ou égal à 8. Et donc, norme, enfin q de x, est bien plus petit que 2 racines de 2. Et j'ai donc le résultat que je cherchais. Parce que maintenant, je peux dire que vu qu'il est plus petit que 2 racines de 2, j'ai bien ça, quoi. J'ai bien P scalaire Q, ça c'est P de X. Je peux conclure et dire, bah, quel que soit P, je peux écrire que P de X, point X donné, est plus petit ou égal à 1 fois... Enfin, quel que soit P qui vérifie... Ah, je suis fatigué. Qui vérifie que sa norme est égale à 1. Oui, c'est ça. J'ai bien ça qui est plus petit que norme 1 ici, et ici 2 racines de 2. Je peux le minorer pas de racine de 2. J'espère que vous avez après suivi. L'astuce est ouf au début, donc ça c'est top. Je suis content de vous l'avoir faite. Mais alors, il y a des fausses pistes très longues, et ensuite il y a ça qui est quand même le truc intelligent à faire, et qui marche à peu près avec un peu de calcul, mais pas trop galère. Hop, là, vous avez rien vu. Allez, c'est pire, vous avez vu, ça sera des exos pour la prochaine fois sur la chaîne. Et je vous dis, courage et bonne journée. Allez, je suis fatigué, j'en ai marre de tourner. Bye bye!